donc vous êtes à l'écomusée d'Annonville-sous-les-Côtes aujourd'hui, bienvenue. Donc à l'écomusée d'Annonville, vous allez découvrir la vie traditionnelle des Koutias. Alors les Koutias, ce sont les anciens habitants des Côtes de Meuse. Voilà, donc c'est des maisons traditionnelles que l'on trouve sous les Côtes de Meuse, des maisons qui sont plutôt étroites mais tout en profondeur. Donc là vous avez l'exemple type des maisons de Koutias et c'est celle qu'on vous propose de visiter aujourd'hui. Avant peut-être, observons la façade qui est quand même assez spécifique. Une façade avec 4 ouvertures. Donc vous pouvez voir une porte d'entrée, une fenêtre. Et à l'étage, quelque chose de similaire avec une porte, mais qui n'est pas d'entrée. Celle-ci, c'est la porte gerbière. C'était pour faire entrer les récoltes donc, au sein du fenil, donc le grenier à foin. Et au-dessus de la belle fenêtre, une autre fenêtre qu'on appelle la lucarne, qui permettait d'apporter un peu d'air et de lumière au sein du fenil. Alors je voulais aussi préciser que là vous êtes sur un espace très particulier qu'on appelle l'usoir. Donc c'est un espace que l'on a le droit d'user. Alors aujourd'hui on le voit bien, on y met les voitures, on y met des tas de choses de la vie quotidienne actuelle. Autrefois c'était l'endroit où l'on mettait les outils, le tas de bois, le tas de fumier. C'était une sorte de grande cour collective, donc elle n'a absolument plus rien à voir avec l'apparence qu'on pouvait avoir autrefois. Voilà, je vous propose d'entrer. Donc pour ça on va clencher, c'est comme ça qu'on dit en Lorraine, on clenche la porte. Voilà, donc suivez-moi, on entre chez Paul et Sophie Champlon, donc les paysans vignerons qui vivaient là au 19e siècle. Donc nous sommes dans leur corridor, voilà, le corridor, le grand couloir qui traverse la maison de part en part. Donc on accédera aux dépendances ensuite. Là, je vous propose d'entrer dans la maison et notamment dans la partie habitation. Alors, partie habitation, avec une tricherie quand même énorme aujourd'hui, on a mis un peu de lumière électrique, bien sûr, qui n'existait pas à l'époque. Donc on est vraiment dans des conditions identiques à ce qu'on pouvait trouver autrefois, mis à part cette microélectricité. Donc c'est des espaces qui sont relativement sombres, puisque comme vous pouvez le voir, dû à la mitoyenneté des maisons, il n'y a pas de fenêtres sur les côtés. Et chose surprenante ici également, il n'y a pas de flamande. Vous savez, l'ouverture, le puits de lumière qu'on pouvait avoir sur certaines maisons lorraines autrefois. Alors ce sont des maisons qui sont totalement aujourd'hui écologiques, on pourrait les qualifier comme ça. Ce sont des maisons qui ont des murs revêtus de chaux, qui empruntent beaucoup les matériaux du coin tels que le bois local et puis la terre battue au niveau du sol. Donc ce sont des maisons dites bioclimatiques, ce sont des maisons modernes finalement. Donc au niveau de cette pièce, vous avez deux grandes parties on va dire. La partie qu'on appelle l'âtre, le feu à l'âtre. La cheminée, donc c'était le lieu de rassemblement de la famille, c'était l'endroit qui servait à cuisiner, à se réchauffer, à s'éclairer. Donc c'était indispensable dans une ancienne maison de cette époque. Et en vis-à-vis, vous avez ce qu'on appelle la pierre à eau, qui permettait donc autrefois d'utiliser l'eau au quotidien. Alors pour la vaisselle, pour sa petite toilette, pour faire un petit peu de lavage de vêtements. Voilà. Alors comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de pompe. Donc Sophie, courageuse, chaque matin, devait se rendre à la fontaine ou au puits remplir ses brocs pour pouvoir utiliser de l'eau ensuite. C'était une drôle d'époque. Alors, le sol est donc en terre battue. Alors, la terre battue, elle avait pour fonction autrefois d'absorber les odeurs. On est dans une pièce qui n'est pas aérée, pas ventilée, et qui absorbait aussi l'humidité. D'ailleurs, faisons une petite expérience. Il nous suffit de prendre de l'eau, de la verser sur le sol en terre, et là, que se passe-t-il? Comme par magie, vous voyez que le sol absorbe l'eau. Donc c'est un sol qui permettait d'assécher l'humidité de la maison. Cependant, il fallait quand même le nettoyer ce sol. Donc autrefois, Sophie prenait cette sorte d'arrosoir qu'elle remplissait par le haut. Ici, vous avez un petit cercle qui est perforé de trous. Elle mouillait son sol et avant d'utiliser le boule, c'est comme ça qu'on appelle le biovalet d'époque, elle prémouillait le sol de manière à balayer sans faire de poussière. Voilà, c'était la technique nettoyage d'époque. Vous voyez le résultat? L'eau a disparu totalement. Donc le sol en terre battue avait une véritable raison d'être. Alors je vous propose aussi de découvrir cet objet insolite. Le robot ménager d'époque, tout en bois bien sûr, puisque c'était un des matériaux les plus utilisés à l'époque. Vous pouvez voir qu'il était à manivelle, qui était quand même aussi à l'époque le grand bouleversement de la technologie en matière de savoir-faire. Vous avez donc là une lame et là des couteaux. On prenait un légume nommé navet, que l'on épluchait préalablement, on le piquait ici sur ce clou et on l'éminçait à l'aide de cette manivelle.
On obtenait alors des grands filaments que l'on mettait en lactofermentation dans des pots comme celui-là, de manière à transformer le navet en choucroute de navet qu'on appelle la naveline. Alors je vous conseille d'en goûter, c'est excellent, notamment, enfin, pour le goût et pour la santé. Voilà. Bien, donc nous nous retrouvons maintenant dans la belle chambre, c'est ainsi qu'on appelait la pièce où l'on dormait autrefois. Alors belle chambre parce qu'on prenait vraiment soin de bien l'entretenir et de mettre en valeur tous les objets qui étaient là, qui étaient les plus beaux de la famille, des objets un peu de famille, des objets collecteurs. Là vous voyez l'œil de bœuf, donc c'est un objet que chaque famille détenait autrefois. Alors celui-là véritablement est très très joli, il a du nacre, voilà, c'est orné de nacre. Il est rond, pas tant ovale que les traditionnels que l'on peut trouver dans d'autres villages, mais surtout il a été confectionné par la famille Vexlar à Vigneulles-les-Atonchâtel, qui est un petit village à 9 km d'ici. Donc c'est vraiment un objet précieux. Alors cette belle chambre, elle servait pour dormir, bien sûr. Donc vous avez ici le lit à baldaquin. Donc c'était un lit familial, on peut dire ça comme ça. C'était pas uniquement pour un couple, mais ça pouvait être pour une famille. Et on pouvait dormir jusqu'à 5 ou 6 personnes à l'époque dans un lit qui paraît petit aujourd'hui, mais qui était très, très efficace autrefois. À savoir que à cette époque, au 19e, on ne dormait pas couché, mais on dormait semi-assis. La position couchée étant une position un peu morbide, réservée aux morts à l'époque. Et puis, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que la belle chambre, c'était l'endroit aussi où on recevait. C'était très important de recevoir les hôtes que l'on souhaitait distinguer dans la belle chambre. Alors, qui distinguait-on à l'époque? Eh bien, évidemment, monsieur le curé, monsieur le maire, et puis l'instituteur, si on avait la chance de l'avoir à la maison. Alors, à présent, on va se rendre dans les dépendances qui étaient plus liées et réservées aux animaux. Donc, je vous accompagne jusqu'à la partie étable-écurie, autrement dit la ferme. Donc, vous pouvez apercevoir sur votre droite ici la partie étable, qui permettait de recevoir la vache ou les vaches, 2 vaches en général maximum. Et puis sur votre gauche, la partie écurie pour le cheval qui servait lui pour les travaux quotidiens. Donc vous avez pu aussi remarquer que les animaux empruntaient le même corridor que les gens, que les habitants. Donc le couloir était donc prêté et permettait aux habitants, tout comme aux animaux, d'entrer et sortir. C'était un sens commun à tous. Vous pouvez aussi apercevoir que le corridor est légèrement en pente, ce qui permettait l'écoulement des eaux usées directement dans la rue, donc sur l'usoir qu'on a découvert tout à l'heure. Alors les animaux étaient là véritablement aussi pour réchauffer la maison, bien entendu. Donc on recueillait la chaleur pour pouvoir en hiver passer des soirées un peu plus confortables. Nous sommes à présent dans l'air à battre. Alors qu'appelait-on l'air à battre? Eh bien, simplement l'espace où l'on pouvait éventuellement battre le blé en cas de mauvais temps. Battre le blé, donc ça veut dire utiliser des outils spécifiques d'époque, tels que le fléau, donc là je le cherche, tel que le fléau, voilà, qui était donc la batteuse d'époque. Ça pouvait se faire ici, ça pouvait se faire également dans la cour qui est derrière, au même titre que le vannage, qui est l'étape successive au battage. Donc vanner, ça veut dire nettoyer le grain. Donc on mettait tout le grain qui avait été battu dedans et pour le séparer de la petite paille, de la menue paille, on levait le vent de manière à créer un mouvement vers le haut. La petite paille légère à ce moment-là s'envolait. Donc c'était une sorte de trieur. Dans le même esprit, la même idée, vous aviez aussi dans les maisons ce qu'on appelle le vent mécanique ou le tarare qui permettait de nettoyer le grain. Donc après battage, on tournait la manivelle de manière à faire s'envoler cette fameuse menue paille. Donc ça, c'est un outil qui est apparu un peu plus tard, donc qui est plus récent, malgré les apparences. Voilà, pour le reste, je vous invite à venir nous découvrir. Voilà, nous voici à présent dans la partie cour. Chaque maison des Côtes-de-Meuse avait en son centre comme ça une petite cour, une petite dépendance, alors qui permettait d'accueillir les cochons, qui permettait également d'élever ses lapins, qui permettait éventuellement de stocker un peu de bois, qui permettait voilà, du stockage d'objets, d'outils. Et cette cour, nous, cette année, durant ce printemps, on l'a améliorée, on l'a équipée d'un four à pain. Voilà. Donc ça, c'est la petite nouveauté de l'écomusée. Alors évidemment, il n'a pas forcément le même profil que le four à pain du 19e, mais le pain que l'on va faire va lui ressembler étrangement. Voilà. Je vous invite maintenant à aller vers le jardin. Donc nous allons emprunter la petite porte sur la droite.
Donc bienvenue dans l'espace qu'on appelle l'éco-jardin. Alors l'éco-jardin, et on a mis un plan là parce qu'il est tellement grand qu'il ne faudrait pas s'y perdre. L'éco-jardin, c'est un espace qui est totalement dévolu aux bonnes pratiques d'éco-jardinage. Donc on va avoir dans cet espace différents lieux, et notamment ce qu'on appelle le potager des rotations. Un carré dédié aux plantes aromatiques et aux plantes infirmières, donc les plantes qu'on peut appeler remèdes également. Un espace compostage, et puis des massifs liés plus à la biodiversité. Donc pour ce qui est du potager des rotations, vous l'avez juste ici en face de vous. Donc comme vous le voyez, c'est un grand camembert que l'on a départagé en 4 parts et qui nous permet de classer les légumes en fonction de leurs besoins nutritifs. Donc à titre d'exemple ici, vous êtes devant la petite part correspondant aux légumes gourmands. Donc là, dans les gourmands, vous avez les poireaux qui sont encore là actuellement, vous avez un cucurbitacé. Ça signifie donc que pour que ces petits légumes-là se plaisent bien, il a fallu composter cet espace, donc en fin d'hiver dernier, ou début d'hiver dernier, voilà, ça va dépendre un petit peu de la météorologie, de compost, donc bien nourrir le sol avant de les implanter. Donc l'idée, voilà, c'est de bien découvrir et de bien comprendre que chaque légume a des besoins qu'il faut respecter, tout comme l'être humain. Alors là, vous êtes en train d'observer une magnifique abeille qu'on appelle charpentière ou xylocope violet. Donc c'est une abeille dite solitaire, donc elle n'habite pas dans une ruche avec des congénères, elle habite seule et elle choisit surtout d'habiter des charpentes ou des bois morts. Donc nous avons au sein du jardin différents espaces pour accueillir ce genre d'abeille qui ne produit pas de miel mais qui est très très utile en termes de pollinisation et donc qui protège notre biodiversité et donc qui nous nourrit quelque part également. Donc elle n'est pas farouche, hein, très belle couleur, mais on peut la voir partout. Elle n'est pas unique, ce n'est pas un exemplaire écomusée, hein, vous pouvez en avoir dans vos jardins facilement. Donc là, on observe une magnifique plante que vous pouvez facilement adopter dans votre jardin qui s'appelle la bourrache. Donc la bourrache, c'est une plante aromatique que l'on peut consommer, que l'on peut transformer aussi en cuisine, que l'on peut goûter, déguster, savourer, qui a un petit goût iodé. Alors remarquez ces fleurs magnifiques. Alors pour nous, mais aussi les abeilles. Et là, vous avez la chance de voir des butineuses qui appartiennent vraisemblablement au rucher de l'écomusée puisque nous avons des ruches pédagogiques qui se trouvent à l'arrière. Alors là, vous êtes devant un massif assez extraordinaire d'une plante sensationnelle qu'on appelle la saponaire. Alors plante qui comme ça apparaît un petit peu classique, mais qui a des propriétés moussantes exceptionnelles. Il suffit de la prendre, de la frotter, de la frictionner et tout va mousser dessus. Aussi bien ses fleurs que ses tiges, que ses feuilles et même sa racine. Donc c'est le savon de nos grands-mères. Nous sommes en début d'automne, fin d'été, début d'automne, donc vous voyez que le jardin a pris ses couleurs. Toutes ces fleurs que vous voyez aujourd'hui un peu séchées, vous pouvez les retrouver dès le printemps prochain dans l'éco-jardin, donc à l'écomusée. Ah, mais quand même, il faut qu'on parle de celle-ci, elle est trop sensationnelle, c'est ce qu'on appelle la cardère. Alors sensationnelle dans le sens où, quand ses feuilles sont encore bien vertes, elle fait ici une sorte de petite écuelle qui permet donc un abreuvoir aux abeilles, aux papillons, mais aussi aux oiseaux du jardin. Elle retient l'eau ici, en son sens. Et vous avez des fleurs avec une floraison assez exceptionnelle. Et puis ici maintenant, bien masquées, vous avez des graines que seul le chardonneret, donc ce petit oiseau là que l'on a dans nos jardins, peut venir rechercher grâce à son bec spécifique. Cardère, chardonneret, voilà, ça c'est des belles associations à faire dans son jardin. Donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle l'éco-boutique. Donc c'est la petite boutique écomusée qui est labellisée boutique du Parc naturel régional de Lorraine. Voilà. Donc c'est une petite boutique qui permet de valoriser les savoir-faire locaux. Alors de bouche, hein, forcément vous avez les vins, ancienne maison de vignerons oblige, vous avez les terrines, vous avez les plantes aromatiques, la bière, parce qu'en Meuse on produit pas mal de bières aujourd'hui de qualité, les miels, les lentilles, voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Et puis de l'artisanat également, on a des personnes qui travaillent très bien la terre, la céramique, et puis aussi l'osier, parce que c'est traditionnel aussi de nos campagnes, et plein d'autres choses à découvrir. Et une petite mention particulière pour le commerce équitable. On tient aussi à aider les petits producteurs des pays un peu plus lointains à vivre dignement de leur activité. Donc voilà, vous pouvez y trouver aussi le riz, le thé, le café de qualité et issu du commerce équitable. Alors sinon, pour nous visiter, pour venir nous rendre visite, actuellement, l'idéal, c'est de nous appeler au préalable parce que nous sommes ouverts que sur réservation et si possible pour les groupes. Alors ce qu'on appelle un groupe, ça va être une famille constituée jusqu'à 10 personnes. On est ouvert également pour les scolaires, donc les écoles peuvent nous contacter sur réservation, on a plein de choses à leur proposer, et pour les centres de loisirs.
Pour la partie boutique, on est ouvert toute l'année. L'idéal quand même, c'est de donner un petit coup de fil, vérifier qu'on soit bien disponible parce que ça va être la période de formation. Et donc parfois, on est aussi à l'extérieur, on se forme pour pouvoir vous accueillir au mieux.